Alors elle va nous parler d'un peintre dont je ne prononcerai pas le nom, qu'elle a rencontré il y a peut-être un an, quelques mois. 6 mois, on va dire. Enfin, 6 mois. Et donc elle nous a fait le plaisir de faire un montage à partir de ce peintre qu'elle va nous présenter. Et moi je prendrai la suite avec un mouvement, apparemment il ne faut pas dire mouvement, mais enfin des artistes hyper réalistes qui ont exposé au musée Mayol à Paris. Je lui laisse la place. Bon, eh bien, bonjour à tous. Et comme vous l'a annoncé Geneviève, je m'appelle Annette Raoul et je vais donc vous présenter une exposition que j'ai vue en septembre dernier. Cette exposition m'a fait découvrir Radislav Rakov. Moi, j'ose le prononcer, mais c'est certainement pas la bonne prononciation. Un peintre d'origine russe dont j'ai tout de suite aimé le style artistique. Je n'ai aucune formation en histoire de l'art et je ne suis pas habituée à m'exprimer en public, mais j'ai cherché à en savoir plus sur cet artiste et je viens partager ma découverte ici avec vous. J'espère que vous pardonnerez mes quelques bafouillages. Je vais m'appuyer sur mes notes pour être le plus clair possible. Voilà. Alors, le plan de ma présentation. J'ai fait un plan de ma présentation pour essayer d'être le plus clair possible. Donc, c'est une exposition qui a eu lieu au musée Mayol de Bagnols-sur-Mer. Une présentation du musée qui était Dina Vierny. Rakov, une vocation toute tracée, ses premières influences, le succès parisien, Dina Vierny, personnage important dans la vie de Rakov, les peintres naïfs et Dina Vierny, Rakov, un peintre poétique et mystérieux, ses influences, primitifs russe, italien, flamand, hollandais, et les peintres naïfs, Douanier Rousseau, Jules Lefranc, néo-primitif et avant-garde russe, nouvelle objectivité allemande et Édouard Hopper. Le musée Mayol à Bagnols-sur-Mer. L'exposition avait lieu du 15 juin au 29 octobre 2023. Le musée Mayol est géré par la fondation Dina Vierny et il est installé dans la métairie du sculpteur Aristide Mayol où ce dernier aimait venir travailler et se reposer. Il s'agit d'une petite ferme isolée dans la vallée de la Roum près de Bagnols. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent. Bagnols, village natal de l'artiste. La vallée entourant le lieu a été classée sous l'impulsion de Nina Vierny afin de préserver le calme et la beauté du site. C'est là où repose Aristide Mayol, inhumé en 1961 dans une tombe ornée d'une de ses sculptures préférées, Méditerranée de 1905, que je vais vous présenter. Donc sa tombe se trouve donc au musée, enfin à l'extérieur dans les jardins du musée. Qui était Dina Vierny. Elle était née en 1919 en Moldavie, au sud de la Russie, près d'Odessa, pendant la guerre civile entre l'armée blanche et l'armée rouge. Elle est arrivée en France avec ses parents en 1926. Elle devient collectionneuse d'art française et fut modèle pour plusieurs peintres, mais principalement pour Aristide Mayol. On la voit ici avec le sculpteur. C'était la muse du sculpteur depuis l'âge de 15 ans. Elle est désignée 10 ans plus tard, en 1944, exécutrice testamentaire de celui-ci qu'il a considéré comme sa fille. Elle ouvre une galerie en 1947, rue Jacob à Paris. Voilà, une photo de la galerie rue Jacob. Voilà. Choisie en 1972 par l'unique héritier de Mayol pour être son légataire universel, elle crée en 1983 la fondation Dina Vierny. En 1994, elle ouvre le musée Mayol à Bagnols-sur-Mer et en 1995 le musée Mayol de Paris. Elle décède en 2019. Son fils devient alors président de la fondation et directeur du musée. Il s'engage dans le prolongement des goûts artistiques de sa mère et fournit un travail soutenu, en particulier sur les peintres naïfs. Il assure l'organisation d'expositions temporaires consacrées à l'art du XXe et XXIe siècle qui font la renommée des deux musées et de la galerie. Le musée Mayol de Bagnols-sur-Mer présente de nombreuses œuvres d'Aristide Mayol et cette année, au mois d'octobre 2023, il présentait donc une exposition de Radislav Rakov. Rakov, une vocation toute tracée. Voilà l'expo, hop là, ça va un peu vite. Né à Saint-Pétersbourg en 1904, Radislav Rakov grandit à Tomsk, une ville de Sibérie que sa famille fuit à la révolution russe en 1918 pour entreprendre un long exode qui, par la Chine, le conduit personnellement en France. Ses premières influences,
Le long exil de sa famille le mène d'abord à Karbin, une ville de Mandchourie frontalière de la Sibérie centre, important de la communauté des Russes blancs immigrés, surnommée la Moscou de la Chine, où il fait la rencontre d'un peintre décorateur de théâtre qui l'initie à la peinture. Il entreprend des études de droit, mais il étudie parallèlement l'histoire de l'art qui lui révéla, à côté des icônes russes, l'existence de la peinture primitive européenne des Italiens, Flamands, Allemands, Français. Dès lors, son destin de peintre était fixé. Le succès parisien. Rakov arrive finalement à Paris dans les années 1920, la fameuse époque de la bohème, façon de penser et de style de vie qui allie le rejet de la domination bourgeoise à la recherche d'un idéal artistique. Il se constitue à cette époque une importante communauté russe dans la capitale. Mais Rakov ne connaît pas tout de suite le succès et doit donc travailler à côté pour vivre, d'abord comme illustrateur, puis plus tard comme encadreur. Il apportera ainsi toujours un soin très particulier à l'encadrement de ses œuvres. Avec le temps, l'artiste russe réfugié devient de plus en plus parisien. Mais contrairement à ses contemporains russes tels que Poliakov ou de Staël, qui renvoient à la peinture abstraite de l'école de Paris, Rakov s'affirme dans une peinture difficilement classable, dont les œuvres restent à part dans l'art naïf. Alors, les premières œuvres des années 40, hop, ici c'est le titre 1940, un dimanche 1941. Alors, ce que je veux faire, le violoniste, c'est les années 40 aussi, je ne sais plus, 46 je crois. Et c'est pas l'Hôtel du Nord, mais l'Étoile du Nord, avec des personnages. Au gré de ses déambulations dans la capitale, Rakov s'imprègne de la ville et se plonge avec passion dans son passé historique. Il réussit également à réunir une documentation considérable sur le vieux Paris et les vues de ses rues, qui devient l'orgueil de sa bibliothèque et un outil formidable pour son travail. Son style lui permet de traiter par sa technique minutieuse l'architecture des bâtiments urbains. Il travaille très lentement, avec précision. Sa peinture évoque celle de Jules Lefranc, peintre naïf, son ami et protecteur. En 1946, la galerie parisienne Vendôme lui organise sa première exposition qui fut un véritable succès. Se sentant encouragé, Rakov se consacre alors exclusivement à la peinture. Dina Vierny. Il rencontre Dina Vierny au début des années 1950. Celle-ci l'enjoint à supprimer les personnages de ses œuvres et lui organise une première manifestation dans sa galerie rue Jacob en 1952. En quelques jours, toutes les peintures sont vendues. La galerie lui organisera par la suite 4 autres expositions et diffusera ainsi son travail en France et à l'étranger. Avant cette manifestation, l'artiste doutait encore de ses possibilités et Dina Vierny racontait qu'au début de leur collaboration, Rakov n'osait parfois pas entrer dans la galerie pour lui apporter ses œuvres. Les peintres naïfs et Dina Vierny. Dina Vierny exposait en permanence des peintres naïfs et avait acquis un grand nombre de leurs œuvres. Dans sa galerie, elle leur a rendu en 1974 un hommage avec Le monde merveilleux des naïfs. L'exposition montre des artistes qui ont renouvelé la peinture à leur manière, à l'écart des avant-gardes et des académismes. Leurs œuvres aux couleurs éclatantes livrent un pan souvent négligé de l'histoire de l'art de l'entre-deux-guerres. Dina Vierny présente ces naïfs, primitifs, modernes ou antimodernes comme des grands artistes à contre-courant des avant-gardes. Récemment, le musée Mayol, Fondation Dina Vierny, a accueilli en 2019-2020 plus d'une centaine d'œuvres issues du monde rêveur, insolite et inépuisable des artistes dits naïfs dans l'exposition Le monde merveilleux des naïfs du douanier Rousseau à Séraphine. À la fin de l'année 2023, pour la première fois en Chine, grâce à la collaboration de la Fondation Dina Vierny Musée Mayol avec le Jushi Art Museum de Shanghai, l'exposition du Wonderful World of the Naïf Painters, les artistes naïfs ont connu une manifestation qui leur a été entièrement dédiée. Alors, j'ai une photo. Et on reconnaît des tableaux de Séraphine Louis de Saint-Lys. Voilà. Rakov, un peintre poétique et mystérieux. On va parler un peu plus de son style. On peut dire que la peinture de Rakov est à la fois intime, étrange et silencieuse, faite d'un mysticisme et d'une certaine mélancolie. Son œuvre se divise en plusieurs catégories: les paysages urbains ou maritimes, les natures mortes et les trompe-l'œil. Il peint sur isorel,
produit qui se présente sous forme de panneaux de fibres dures de bois transformés sous haute pression. Alors c'est ce qu'ils ont. Je vais vous montrer quelques paysages urbains. Voilà, les quais de Paris, dans la brume. Ah, tête. Je pense que vous ne les avez pas vus les autres. Ça a été un peu vite. Hop, stop. Ça va vite. Clac. Voilà, ça c'est les quais qu'on reconnaît avec les bouquinistes. Encore sous la brume. Ça c'est une photo que j'ai trouvée sur internet. J'ai pas mal de photos internet. J'en ai de l'exposition de Bagnols-sur-Mer, mais j'en ai sur internet. Voilà. Les quais avec des péniches. Le pont, je sais pas quel pont, c'est un pont de Paris. Hop, hop. Alors là, c'est... Oui, dans le détail, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a le linge qui pend sur les péniches. La petite Marguerite au premier plan. Enfin, moi, je trouve ça très, très sympathique. Voilà, celle-là, je l'aime beaucoup. Avec ce sens interdit au milieu de ce paysage. On peut inventer tout un tas d'histoires. Voilà, alors là vous allez peut-être reconnaître la galerie d'Ina Verny. En fait je la montre sur mon écran mais ça sert à rien. Il faudrait que... Bon, de toute façon vous voyez bien, peinte par Rakoff. Voilà, je l'ai agrandi. Voilà, les rues de Paris. C'est la période années 60. On va dire en gros fin 50 et 60. Avec les commerces, la Maison Rouge, les librairies Le Faune. Alors là, je pense que vous voyez cadre, encadrement. En fait, c'est certainement en rapport avec son ancien métier. Hôtel. Toujours aussi le linge qui pend aux fenêtres, les pots de fleurs avec la rose. Les roses qui sont très importantes pour Rakoff. Hop, hop. Je crois que j'ai été trop vite encore là. Voilà, je ne sais pas si vous voyez le linge au fond, les pots de fleurs. Alors là, vous allez peut-être voir la bouteille de vin. Les enseignes aussi des magasins. La place des Vosges. Celle-là, je l'ai mise parce que je l'ai trouvée sur internet. Elle n'est pas très claire, mais comme j'aime beaucoup la place des Vosges à Paris, le Sacré-Cœur. Voilà, alors ça c'était pour les paysages urbains. Ces peintures sont toutes d'une incroyable qualité et d'une grande précision, qui rappellent parfois les paysages urbains du XVIIe siècle hollandais ou la nouvelle objectivité allemande des années 20. Un caractère poétique et mystérieux se dégage de ces paysages urbains vidés de leurs habitants, tandis que ces natures mortes naviguent parfois dans un univers qui flotte entre le surréalisme et la peinture naïve. Donc voilà, Nature morte, 1946, c'est dans les premières. Hop, alors ça ne va plus le faire. Hop, hop. Nature morte avec des instruments de musique, violon et mandoline. Ah, mais c'est trop sensible, tac, tac, voilà. Voilà. Bon, alors je ne sais pas pourquoi, mais j'ai remarqué que les violons n'avaient pas de cordes. Ils ne sont pas finis.
Ça, c'est un trompe-l'œil avec une photo, enfin la représentation d'une photo. Et j'ai pu lire que c'était Mademoiselle Fabregat de l'Opéra 1823. Mais sur Internet, je n'ai trouvé aucune trace de Mademoiselle Fabregat. C'était un hommage à Berlioz, vous avez vu. Là, c'est un hommage à Aristide Maillol. Alors, on voit les instruments, les outils de sculpteur, une affiche où il doit y avoir écrit Maillol, les croquis de ces sculptures, un portrait de Maillol, sa pipe, et une statue qui s'appelle La Nuit de 1909. Ensuite, vous avez encore ce trompe-l'œil. Sur l'enveloppe, il y a écrit Monsieur Rakoff et une adresse de Paris que j'ai retrouvée. J'ai retrouvé la rue. C'est peut-être là où il habitait. Là, un trompe-l'œil que j'ai trouvé sur Internet. Nature morte, aux pommes. Paysage. Alors, il y a aussi, vous avez des paysages maritimes, mais ça, c'est pas maritime. Voilà, paysage maritime, la porte. Alors, l'artiste nous montre un monde inhabité et passé, fait de souvenirs, comme si l'agitation de la vie s'en était allée pour un instant. Ces peintures ne racontent aucune histoire, il n'y a aucune narration, ce sont plus des univers ou des ambiances et des émotions que nous montre Rakoff. Ces œuvres, dont l'étrangeté s'allie au poétique, restent à part dans l'art naïf. On peut dire qu'elles sont difficilement classables, elles ne rentrent pas vraiment dans un mouvement ou une catégorie. Elles cherchent juste à nous montrer une réalité toute personnelle, intérieure. Waouh, vous les avez vus? Hop, hop, stop. Clac. Voilà, là ça s'appelle ouverture de la pêche. Il y a eu, je ne vais pas revenir, tant pis. Là, vous avez, on voit le paysage derrière, il est un peu clair là. Là, c'est un bouquet de fleurs devant la fenêtre à Paris. Celle-ci, elle est de 1900, c'est Nature morte, est de 1971 et c'est le tableau, la peinture que j'ai trouvé la plus proche de nous. Une barque, c'est 1949 je crois, celle-là. Chardon et paysage marin, de même. Alors, les encadrements qui sont certainement de Rakoff, c'est pour ça que je les mets... Oh là là, qu'est-ce qu'il est sensible ce... Celle-là, moi je la trouve particulièrement jolie. Il a fait énormément de tableaux. Donc, ça c'est... J'ai trouvé deux tableaux de lui, les insectes et les oiseaux, mais qui sortent un peu de son champ d'action, on va dire. Alors les roses, ils commencent dans les années 40 et ça a été quelque chose de lui très important, peut-être obsessionnel, je ne sais pas, parce que j'ai trouvé énormément de tableaux de nature morte avec des roses. Alors je vais vous en montrer un échantillon quand même. Là c'est un joueur de musicien de rue et la rose sur l'escalier avec un phare. Bord de Seine, enfin, oui, je pense que c'est la Seine. Les couleurs sont pas... Celle-là avec la rue, derrière, je la trouve très jolie.
Vous voyez que il aimait les roses. Alors celle-là je vous l'ai mise parce que c'est pour l'encadrement. Hein. Là aussi, celle-là aussi je l'aime bien. Ah, et celle-là c'est ma préférée. C'est ma préférée et on peut raconter beaucoup d'histoires aussi. Ah, alors là on passe à quelque chose d'autre. Donc ces influences, elles m'ont amené à faire quelques recherches. D'abord sur les primitifs russes, les icônes. Deux types d'icônes coexistent en Russie. D'abord les icônes richement décorées et très soignées que l'on trouve dans les lieux de culte, plus anciennes. Elles sont généralement montrées lors des processions. Ici, vous avez donc l'icône du Christ Pantocrator du XIIIe siècle. Bon, enfin, ça, on les connaît. Et ici, Saint-Georges, Novgorod. Voilà, je vous répète ce que j'ai trouvé sur Internet, hein, XVIe siècle, sur bois. Donc là, ce qui m'a intéressé, c'est effectivement l'architecture très, très précise, très minutieuse, qui peut rappeler les peintures de Rakov. Et puis voilà, il y a donc après des icônes plus simples, plus naïves, peintes avec des traits plus grossiers que l'on trouve dans la sphère domestique des paysans russes. Clac. Des paysans russes, oui, enseignes de magasins par exemple. Ce sont ces icônes-là qui ont intéressé les peintres de l'avant-garde car ils sont à la recherche de cette simplification des formes, de cette géométrisation des motifs et ils souhaitent faire appel aux émotions. Dans ce dernier cas, l'icône se fait loubok, ou loupki au pluriel. Image populaire en couleur gravée la plupart du temps sur bois et qui était en Russie du XVIIe au XIXe siècle, ce qu'étaient les images d'Épinal en France. Donc vous avez ici les souris enterrant le chat, un loubok des années 1760. On croyait communément que cette illustration était une caricature du complot et de l'enterrement de Pierre le Grand organisé par ses adversaires. Je ne sais pas si vous voyez le chat. Il est couché. Il est là. Le minou. Et ensuite... Tac. Voilà, et ici vous avez une chasse à l'ours vers 1800. C'est une des sources d'inspiration majeures des artistes de l'avant-garde russe. Les primitifs italiens, 13e, 14e siècle. Donc pour rappel, le terme primitif italien désigne les peintres en Italie qui amorcent le changement du traitement de la peinture dans la période du Duecento et du Trecento, c'est-à-dire 13e et 14e siècle, dans l'histoire en Italie. En introduisant trois principes nouveaux, l'humanisation des personnages représentés, l'apparition des paysages et des architectures complexes. Alors, ici, je vais aller doucement, hop. Ici, vous avez la légende de Saint François, miracle du crucifix, Giotto di Bondone, 1298. Et toujours du même peintre, légende de Saint François. 1300. Voilà pour les architectures aussi très soignées, détaillées. Alors là, je voudrais pas lâcher le micro parce qu'après il marchera plus. Comment je fais? Bon, mais tant pis, c'est un triptyque. Je voulais vous montrer les trois morceaux en même temps, mais les trois tableaux en même temps, mais bon. Là, il s'agit de... Alors, les primitifs flamands au XVe siècle. Par cette terminologie inventée au XIXe siècle, primitif flamand, on désigne les peintres flamands du XVe siècle actifs dans les Pays-Bas du Sud. Il se caractérise par sa minutie et son grand réalisme. Les sujets sont religieux. Ces artistes prêtent attention aux effets de perspective et aux détails. Ils conjuguent ainsi un traitement naturaliste du réel et un subtil langage symbolique. Donc ici vous avez la première partie du triptyque de Mérode qui représente les donateurs. Et derrière, là, une muraille, un rempart. Hop, non, je suis revenue en arrière là.
Voilà l'Annonciation avec l'intérieur de la maison aussi très, très détaillé. Ah, et Saint-Joseph. Alors là, ce qui m'a intéressé, c'est bien sûr la ville que l'on voit au fond très, très bien structurée. Et je ne sais pas si vous connaissez ça, mais Saint-Joseph fabriquait des pièges à rats pour attraper le diable. C'est ce qui est dit. Ah, ça n'a pas marché. Une rue flamande. Alors c'est Rogière. Ah, je ne vous ai pas dit qui avait peint le triptyque quand même. C'est attribué à l'atelier du peintre primitif flamand Robert Campin. Il est réalisé entre 1425 et 1428. Rue flamande. Ici nous avons rue flamande Roger van der Weyden, 15e siècle. Je continue dans les primitifs. Alors les primitifs hollandais. À la différence des peintres flamands, la peinture néerlandaise se caractérise par le rejet des sujets religieux, interdits par le calvinisme, et le goût pour la scène de genre, que vous avez là, les paysages urbains, le portrait et la nature morte. Ici, vous avez le repas dans la ferme de Cornelis Dussart, XVIIe siècle. Voilà la vaisselle, le mobilier. Ici, c'est Kermesse au village, Cornelis Dussart, XVIIe siècle. Un trompe-l'œil, Cornelis Norbertus Gisbrecht, 1664. Trompe-l'œil vers 1665. Et idem, une nature morte. Alors, les peintres naïfs, l'art naïf, l'une des principales caractéristiques plastiques de l'art naïf consiste en un style pictural figuratif ne respectant pas volontairement ou non les règles de la perspective sur les dimensions, l'intensité de la couleur et la précision du dessin. Le groupe a commencé à émerger à la fin du XIXe siècle. Lors de la Belle Époque, beaucoup s'installent à Paris pour chercher du travail. Ces artistes viennent de différentes régions de France, quelques-uns de l'étranger, et les paysages de la capitale ne laissent pas indifférents, comme Rodislav Rakov. Les représentants majeurs de l'art naïf, bien que n'ayant reçu aucune formation artistique formelle, sont le douanier Rousseau et Séraphine Louis, dite de Saint-Lys. Donc ici, vous avez vue du pont de Grenelle de 1892 par le douanier Rousseau. Ce n'est pas les tableaux qu'on connaît le plus du douanier Rousseau, mais ce sont les premiers, enfin, les débuts de sa carrière, on va dire. Hop. La carriole du père Junier de 1908. Et la photo qui a inspiré ce tableau. Alors, les paysages naturels sont également de vigueur chez les peintres naïfs, comme en témoignent les jungles de Rousseau, et le bouquet pour Dinah d'André Beauchamp, réalisé en 1957, est dédié à Dinah Vierny. Jules Lefranc était né à Laval. C'est l'influence majeure de Rakov. Donc je vais vous montrer. Hop, ce tableau. Suivant la tradition familiale, Jules Lefranc travaille dès son plus jeune âge comme quincaillier. En 1928, il quitte sa ville natale de Laval pour s'installer à Paris dans le quartier de Belleville et fait le choix définitif de se consacrer à la peinture. Sa carrière lancée, il participe à de nombreux salons et expose également dans des galeries parisiennes. Qualifié de peintre naïf, il fut le peintre de sa ville natale, de Paris, mais également de la mer. Il fut l'ami et protecteur de Rakov. Comme vous pouvez le voir, ici c'est la maison de Balzac à Paris. Ah, je voulais vous montrer quelque chose qui m'a amusé. Voilà, ce tableau s'appelle 100 livres, pas d'instruction, mais dessous il y a écrit sans instruction, pas de communisme. Voilà, chacun verra ce qu'il veut. Donc la maison de Balzac.
c'est Saint-Malo. Alors j'avais marqué en haut de l'écran la date et les titres, et bon, ça apparaît pas là, je sais pas. 1929, la Tour Eiffel, Versailles, la ligne de Versailles. Une rue de Paris, une rue en Provence, Espalion. Alors, on passe à autre chose. L'avant-garde russe et où le néoprimitivisme, naissance d'un réalisme pictural. Ces termes désignent un courant regroupant des artistes qui souhaitent renouveler radicalement les formes de représentation artistique. Il est influencé par le cubisme de Picasso et de Braque, dont ces artistes russes ont pu voir les œuvres à Paris ou dans les collections en Russie. Ils ont donc eu l'occasion de s'inspirer de cette simplification des formes qui émerge à l'ouest de l'Europe. Et ils tentent d'importer en Russie cet art nouveau en s'inspirant du folklore et de l'art populaire et notamment de l'art de l'icône. Cette mouvance atteint son apogée dans la période comprise entre la révolution russe de 1917 et 1932. Donc là, vous avez ici Femmes et fruits, 1909, et Natalia Koncharova. Alors, typique de l'avant-garde, cette image révèle à la fois un regard naïf, primitif, à la manière d'une icône et une technique futuriste. Hop. Cours de battage dans un village de Géorgie en 1915, Nico Pirosmani. Voilà. Alors là, peut-être il y en a qui connaissent certainement. Au-dessus de Witzbeck, 1913, Marc Chagall. Alors, attendez. Et celle-là sur la ville, bon, j'aime beaucoup Marc Chagall, c'est vrai que c'est pour ça que je les ai mises, mais sans se rattacher à aucune école, l'œuvre de Marc Chagall présente des caractères de néo-primitivisme. Je ne vais pas y arriver ce mot. Hop, hop, hop. Voilà. Célébration du 1er mai 1918, retenue par la mémoire officielle comme la première fête révolutionnaire, auteur inconnu. Bon, là, on voit bien l'aspect naïf. Il n'y a pas de perspective respectée. Les couleurs assez vives. Et j'ai choisi celle-ci. Alors ça, c'est construction de nouveaux ateliers 1926, Alexandre Deineka. Voilà. La nouvelle objectivité allemande des années 1920, courant artistique de l'art allemand actif entre 1918 et 1933, qui se caractérise par une volonté de représenter le réel sans phare. Les artistes de la nouvelle objectivité sont nombreux à être pointés du doigt comme artistes dégénérés par le régime nazi. C'est d'ailleurs pourquoi le mouvement s'éteint en 1933 avec l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Photo nouvelle objectivité. Alors vous avez ici Georges Scholz, Cactus et sémaphore de voie ferrée, 1923, huile sur bois, agglomérée. Volker Karl, béton, 1924. Nature morte avec sachet jaune, 1927, de Franz Lenk. Et gramophone, 1930, de Rudolf Dieschinger. Ensuite, Edgar Hooper. Alors ça, c'est moi. Les scènes et paysages parisiens m'ont beaucoup fait penser à Rodislas Rakov. C'est pour ça que je vous en parle. Donc, Edward Hooper est un artiste considéré comme l'un des représentants du réalisme américain parce qu'il peignait la vie quotidienne des classes moyennes. Ici, vous avez Night Hawk, Oiseau de nuit, 1942. Mais en 1900, il entre à la New York School of Art où ses professeurs lui enseignent à représenter des scènes réalistes de la vie urbaine. Afin de compléter sa formation, il effectue 3 séjours à Paris entre 1906 et 1910, s'installant notamment 48 rue de Lille. Plusieurs de ses toiles en témoignent. Alors vous avez ici, voilà, cour intérieure rue de Lille, escalier rue de Lille, toujours.
Au début de sa carrière, les premiers tableaux représentent des scènes parisiennes, en particulier de la Seine et du Louvre, avant de se consacrer au paysage américain. Voilà, la Seine, un pont sur la Seine, un pont dans Paris. Moi, ça me fait penser au Sens interdit de Rakov. Les lavoirs Pont-Royal, 1907, le quai des Augustins, 1909, et une rue de Paris, 1906. Voilà. Alors, conclusion. L'histoire de l'art a malheureusement quelque peu laissé de côté Rodislav Rakov, cet artiste qui mérite grandement d'être mis en lumière. Le musée Mayol de Bagnoul-sur-Mer a donc participé à cette agréable découverte ou redécouverte. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Que je suis allée visiter une exposition il y a un an. Vous voyez, l'exposition était en 22-23 et que j'ai découvert cette exposition consacrée à l'hyperréalisme. Alors, je vais vous définir l'hyperréalisme et aussi vous présenter un peu ce musée Mayol de Paris. Dina Vierny, donc la muse de Mayol, a installé ce musée dans un hôtel particulier dans la rue de Grenelle. Et voici l'entrée du musée. Je définirai l'hyperréalisme au fil du chemin final. Alors, quand je suis rentrée, je me suis heurtée à une dame qui avait un souci, qui pleurait, etc. Je me suis écartée parce que je ne voulais pas la heurter. Et puis, en regardant mieux, je me suis rendu compte que ce n'était pas une dame. Tout le monde s'écartait, comme moi, que ce n'était pas une dame, que c'était une réplique. C'est la première partie de cette exposition qui en comporte 6. C'est donc quelqu'un qui a la taille humaine, comme vous le voyez, qui 1m62, qui est vêtu comme vous et moi, qui a la tête dans son pullover, et elle semble pleurer. J'ai lu une interprétation comme quoi elle regardait par un trou d'un mur la suite de l'exposition. Je ne suis pas sûre que ce soit ça. Donc cette œuvre est due à Daniel Fierman. Ce qui nous permet déjà de se dire, bon, mais qu'est-ce que l'hyperréalisme ? Ce n'est pas vraiment un mouvement parce qu'il n'y a pas de charte, de manifeste de fondation. Ce terme a été choisi par un galeriste belge quand il a fait une exposition où il a rassemblé des artistes et il a créé ce mot de hyperréalisme. Ce sont donc des artistes qui veulent se rapprocher de la réalité au plus près et faire des trompe-l'œil en quelque sorte. Là, on se trompe. Cette œuvre-là est en résine. Bon, j'ai dû remettre quelque chose. Bon, je bouge plus. Donc ce n'est donc pas vraiment un mouvement des artistes. Les premiers hyperréalistes sont apparus aux États-Unis dans les années 60 avec en particulier Georges Segal. Et ces artistes, j'ai toujours envie de dire mouvement, mais ces artistes s'opposaient en fait à l'art abstrait dans sa version lyrique, expressionniste, qui se développait aux États-Unis depuis la guerre. Et s'opposaient aussi, semble-t-il, au pop art, tout en ayant des traits communs. Alors une salle est consacrée à cette idée de réplique humaine. Nous avons ici une œuvre de John D. Andrea, c'est un des trois grands de la première génération, qui fait allusion à un événement qui s'est produit en 1970 aux États-Unis. Des étudiants manifestaient contre la guerre du Vietnam et la garde nationale a tiré et a fait 4 morts. Donc nous avons ici une jeune femme qui déplore la mort d'un jeune homme. De Andrea, vous le voyez, s'inspire de près de la sculpture traditionnelle, antique, classique, je voudrais dire plutôt que traditionnelle, mais le matériau n'est pas très traditionnel parce qu'en fait, ce sont des statues de bronze, mais qu'il a peintes. Et De Andrea était quelqu'un de très très perfectionniste. Il y a plusieurs centaines de couches de peinture sur son bronze, jusqu'à arriver à l'illusion la plus parfaite de la réalité. Donc il réinterprète le nu antique d'une façon tout à fait moderne.
Voici un autre artiste de cette première génération qui est encore actif, je crois, Tom Kubler, une œuvre qu'il appelait Éthyle. Je n'ai pas trouvé de renseignements sur cette œuvre. Il présente, vous voyez, quelqu'un issu du milieu populaire, c'est le milieu qu'il a représenté. C'est donc une femme de ménage, mais s'il a travaillé le silicone, il l'a quand même muni de cigarettes et d'objets de son travail qui, eux, ne sont pas en silicone. Donc il y a un côté humoristique dans cette œuvre. Pas critique, je crois, mais plutôt humoristique. Et voilà une dame qui regarde un peu étonnée. Je crois que c'est à peu près la taille, la proportion entre l'œuvre et la passante. Je n'ai pas trouvé la dimension sur Internet. J'ai cherché, mais je n'ai pas trouvé. Voici John de Andrea, que nous voyions tout à l'heure, avec Dying Gaul, je pense qu'on prononce. Donc un Gaulois mourant. Alors même principe, bronze, polychrome, un travail, vous voyez, extrêmement fin, délicat. Si on s'approchait, on verrait le grain de la peau et tous les défauts de cette peau. C'est un personnage qui est couché, pensif, probablement mourant, coupé du monde extérieur, et c'est une réinterprétation d'une œuvre que vous connaissez sans doute, qu'on appelle souvent le Galate mourant, qui est une œuvre antique, une copie d'un bronze hellénistique qu'on a perdu. Duane Hanson, c'est le troisième grand de cette première génération d'artistes hyper réalistes, a rencontré deux ouvriers macédoniens, je crois, en tout cas issus d'Europe centrale, et il les a moulés. Et il les a moulés avec des bandes de plâtre. Et ensuite, il a coulé des bronzes qu'il a peints lui aussi avec, vous voyez, de l'huile. Et il les a habillés. Lui, il ne travaille pas sur la nudité, mais il les a habillés. Alors celui de droite, vous voyez, est à l'arrêt, pensif. C'est un ouvrier du bâtiment. Et là, c'est un concierge qui a sûrement des petits travaux à faire. Et les deux sont tout à fait pensifs, comme ça. Et Duane Hanson a beaucoup représenté les problèmes de la société, mais de la société qui était en plein épanouissement après la Seconde Guerre mondiale aux États-Unis, c'est-à-dire la société de consommation, mais il montre plutôt l'envers de la société de consommation, c'est-à-dire bon, le monde ouvrier, mais aussi les problèmes qui l'affectent, comme le racisme, la guerre du Vietnam. Donc ces sujets sont des sujets engagés. Après, je ne sais pas si c'est un militant politique ou pas. Voilà, de plus près, vous voyez à quel point le réalisme est poussé. On a planté des cheveux, des moustaches. La joue là est très... La peau, on voit que la peau souffre aussi. Et nous sommes à la taille humaine. Donc quand vous passez à côté, on passe à côté. Hein, vous êtes confronté à ça. De même artiste, Duane Hanson. Premier abord, on voit un cow-boy, le héros américain, mais ici le cow-boy a l'air pensif, il est à l'arrêt, et c'est plutôt ici l'anti-héros. Il n'est pas en train de montrer ses muscles. Lui aussi est à taille humaine, comme vous le voyez, 1m82. Et voici une dame à côté, qui est bien vivante, et qui nous donne l'échelle. Gilles Barbier s'est représenté le fois dans de nombreuses situations, allant des Ménines, ça va vous rappeler quelque chose, au diable et même à Dieu, je crois, et au pape. Enfin, il se représente de nombreuses situations. C'est une œuvre qui a l'air toute petite, mais elle fait 1m90. Il ne se flatte pas comme vous le voyez. Voilà, vous voyez jusqu'où va le réalisme. Il a conservé les mains de sa taille et ses pieds et les tongs de sa taille normale, mais il s'est habillé avec une tenue qui vous rappelle quelque chose, je suppose, les Ménines de Velázquez. Mais vous voyez qu'il y a de l'humour, une autocritique probablement, de la dérision, il se moque de lui-même. Et voilà le tableau et la petite naine qu'il a singée, en fait avec une œuvre d'1m90.
Georges Segal, c'est sûrement le premier de nos hyper-réalistes. Lui, il a travaillé le monochrome. Alors, lui travaillait, donc c'est un pionnier, il a formé d'autres, inspiré. Au départ, il travaillait sur des mannequins, vous savez, les mannequins des couturières par exemple, enfin ceux qui étaient fabriqués en fibre d'osier et en métal. Et il posait sur ces mannequins des bandes de plâtre. Et puis en fait, il est arrivé à carrément utiliser des bandes de plâtre sur le modèle vivant. Il moulait le modèle vivant en travaillant partie par partie, par exemple les jambes, et puis le buste, et puis la tête, et puis les bras, et il rassemblait tout. Et ensuite, ce premier moule, il le travaillait, il le resculptait pour faire sortir certaines parties, ou au contraire adoucir d'autres parties, et il les peignait, il travaillait des monochromes. Donc on a un double aspect, on a un aspect très réaliste puisque c'est le moule, mais en même temps la couleur apporte un éloignement, je pense, et une poésie. Alors cette œuvre comprend 3 parties, cette dame assise sur un banc qui fait partie de l'œuvre, il ne faut pas s'asseoir à côté dessus, et puis ce sac orange. Donc nous avons une construction en 3 parties, assez classique, et la voilà sous un autre angle. Et j'ai remarqué que sa main droite était restée blanche, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, elle est en pleine réflexion, vous voyez, le visage est doux. Il a adouci justement les cheveux, même, je me demande si c'est pas un voile qu'il a posé sur les cheveux. En tout cas, le traitement de la tête nous a conduit notre regard vers ce visage et éloigne certains aspects qui pourraient nous distraire sans rien apporter, comme les cheveux par exemple. La voici dans son contexte, vous voyez, ça nous donne un peu l'échelle et on voit un petit peu la suite de l'exposition. Un autre monochrome de Georges Segal, cette fois en blanc. On a une femme nue, allongée sur un canapé, l'ensemble a été moulé, je ne sais pas si c'est en même temps ou séparément. Et bon, bien sûr, on ne sait pas ce qu'attend cette jeune femme, si elle rêve, si elle attend. Ses jambes sont écartées, mais elle a un bras sur le ventre et l'autre qui est allongé près d'elle. Elle semble rêveuse. Et vous voyez que la blancheur apporte un certain éloignement, enfin moi je ressens comme ça, une certaine poésie. Par contre là, Marianne Booth Gregg a fait une œuvre qu'il a appelée exécutionnaire. J'ai vu la traduction, c'était le bourreau. Franchement, j'ai pas compris où était le bourreau. La femme est très posée sur le sol, très ferme dans son attitude, une jambe en avant. Elle a l'air assez sûre d'elle. Le visage est plutôt réflexif. Mais j'ai fini par voir qu'ici, il y a un serpent avec la tête qui est là, et que là, il y a un petit oiseau. Alors, est-ce qu'il faut penser qu'elle va faire manger le petit oiseau au serpent est-ce ça, le côté bourreau? Je ne sais pas. Je n'ai rien trouvé sur cette œuvre, ni même d'ailleurs sur l'artiste. Un autre artiste, alors là on est la génération suivante, mais c'est quand même un monochrome. Il est resté traditionnel dans la mesure où il travaille encore le bois, mais on verra aussi le bronze, par rapport aux autres qui font des moulages. Il se représente lui-même, il est souvent le sujet de ses œuvres, mais là il est entouré par 3 oiseaux, un faucon, un merle, etc. Et là il y a une construction triangulaire, les 3 oiseaux sont sur son visage, qui est fermé, levé vers le ciel. Il est en réflexion, en fait il est en communication avec la nature. Fabien Merel est un homme qui représente toujours la nature, alors les végétaux et aussi les animaux, et il se met en scène parmi eux. C'est un dessinateur au départ qui fait de très jolis dessins, vous pouvez les trouver sur internet. Certains des artistes que je vous présente sont bien représentés sur internet et d'autres pas. J'ai laissé le petit enfant flou pour nous donner un peu la dimension. Alors ici nous avons Fabio Viale, Venere Italica. Nous avons a priori une œuvre en polystyrène. A posteriori, c'est du marbre. Mais il y a tromperie sur la marchandise, si on peut.
Fabio Viale travaille beaucoup d'après l'antique ou les œuvres de la Renaissance ou même du 19e siècle, mais il les réinterprète. Voici l'œuvre qu'il a inspirée. Voilà, donc une œuvre du 19e siècle de Canova. Fabien Merel, on revient à lui. J'ai suivi l'ordre de l'exposition. Hein. Moi, j'aurais bien un peu rassemblé les personnages, mais j'ai resté dans le classement. Une œuvre qui est longue, 2,65 m. J'ai un peu laissé les spectateurs ici. En fait, nous avons toujours Fabien Merel qui est là et qui est uni à un arbre. L'arbre a été débité, il n'y a plus de feuilles, il n'y a plus de branches, il n'y a rien du tout. Il y a ici des supports qui vont permettre d'emporter l'arbre qui a été tronçonné. L'œuvre s'appelle tronçonné d'ailleurs. Et vous voyez, il y a une union entre les deux, entre le végétal et l'homme. Je ne sais pas si l'homme est vivant ou mort. Le visage est reposé, il n'est pas dans la douleur, mais la main est très crispée. Ah, c'est le visage. Vous voyez comme le travail est fin et délicat. On est dans le bronze ici. Voici dans un autre angle. Et voici les mains. Alors, Robert Graham Heather, la traduction bruyère, j'ai pas compris pourquoi elle s'appelait bruyère. En tout cas, c'est une femme, vous le voyez, bien plantée sur ses deux jambes, sûre d'elle-même, un sourire un petit peu, peut-être un peu provoquant, je sais pas. Et je ne sais pas ce qu'a voulu dire l'artiste, j'ai rien trouvé. C'est un moulage donc aussi, et son transport dans le bronze. En tout cas, elle n'est pas du tout gênée par sa nudité, c'est pas une Vénus pudique à l'ancienne, à l'antique. Alors, les répliques, les monochromes et morceaux de corps, la troisième partie de cette œuvre, de cette exposition, pardon. Il s'agit donc d'éléments de corps. On a Peter Land, qui est un Danois, qui a très très peur de retomber ou de tomber dans la misère. Back to square one, c'est-à-dire le moulage de sa propre tête, ses propres vêtements posés sur des tissus un peu salis qui lui appartiennent, c'est celui du mendiant, les cartons dans lesquels vivent souvent les mendiants, et puis ses pieds. Son corps est donc étendu et étiré au possible, les pieds qui reposent aussi sur de vieux tissus. L'œuvre est évolutive parce que, suivant les présentations, elle est plus ou moins longue. J'ai oublié de vous dire que cette exposition est organisée par un organisme, une agence qui s'appelle Tempera, belge, qui organise des expositions dans le monde entier. Ils sont des spécialistes de la préparation de l'exposition, de son éclairage, de sa gestion. Et cette exposition a fait le tour du monde en fait. Hein. Elle est allée en France, elle est allée à Nantes, à Lyon et à Paris, et elle a voyagé à Bilbao et ailleurs sur d'autres continents. Donc Peter Land, voici le moulage de la tête. Alors là la réaction du public, on se dit mais voyons, c'est un homme, c'est quoi? Et puis voilà, Peter Land lui-même et sa réplique. Et il a écrit que quand il s'était vu comme ça l'avait beaucoup choqué, ému, parce que la confrontation avec ce qui craint le plus, c'est-à-dire la misère, et aussi avec ce qu'on est soi-même, l'image qu'on donne aux autres, et qui n'est pas celle qu'on a de les pieds. Walter Adam Casotto travaille sur aussi les fragments. Alors nous avons ici des cubes qui sont assez grands, vous voyez, à peu près 40-50 de chaque côté, qui représentent sa bouche, son coude, le creux de la main, ici, Ah mais c'est vrai que vous voyez rien, moi je montre, mais vous voyez pas quand je montre avec ma souris? Ah si, oui, d'accord. Le sein et le bas de la main. Voilà de plus près chacun de ces éléments. Vous voyez qu'il n'a pas hésité à planter les poils à représenter tous les petits plis du coude, les petits boutons, etc. Et par contre, on aperçoit qu'il y a aussi des petits dessins. Et ces petits dessins, en fait, ce sont ces dessins d'enfants
qu'il a gardées, qu'il a réunies, c'est sa maman qui l'a gardé, je crois. Et ensuite, il les reporte sur ces cubes. Nous avons l'artiste en train de travailler, ce qui nous donne l'échelle de son œuvre. Il réunit donc ses dessins d'enfance et ce qu'il est actuellement. Donc, il veut donner la notion du temps qui est long et qui passe aussi. Janice Salmon, Lily, en silicone, avec elle aussi des implantations de pigments, de fibres de verre, peinture acrylique, etc. Donc une femme qui a l'air meurtrie par la vie. Voilà, un visage, oui, creusé, marqué, inquiet. Et on commence à se dire, tiens, mais il y a un problème, elle n'a pas d'arrière-tête, elle n'a qu'une épaule. C'est le thème des fragments. Et je suis allée chercher sur Internet parce qu'elle m'avait un peu touchée, et puis il y avait beaucoup de choses à photographier. Je n'ai pas pensé à photographier l'arrière de la tête. Donc j'ai trouvé cette photo sur Internet qui montre... C'est un fragment, il manque pas seulement une épaule, il manque aussi tout l'arrière de la tête. Mais n'empêche que, vous voyez, elle interroge cette petite fille est quand même très intriguée par cette œuvre. Alors, le japonais Kazuhiro a représenté quelqu'un que vous connaissez bien, qui est Andy Warhol. C'est une œuvre qui est très grande. D'ailleurs, j'ai pris ici, vous voyez, j'ai laissé cette personne dans l'ombre pour nous donner une petite échelle, 2,13 m. Et en fait, la lumière fait qu'on voit le visage d'Andy Warhol, vous voyez, traité avec énormément de minutie, dans une situation peut-être réflexive, mais il est planté, il est installé sur un je ne sais pas comment dire, sur un... Aidez-moi. Sur un piédestal métallique très long, et en fait on ne voit que la tête. En plus il y a le jeu de l'éclairage, cette agence est très forte là-dedans, je pense. Carol Feuermann, les jumeaux. Bon, les jumeaux, vous les voyez comme moi. Elle moule aussi, on va voir comment, dans l'image suivante, elle moule aussi des personnes vivantes. Elle s'est beaucoup intéressée dans les années 80 aux nageurs, aux athlètes en général. Et elle les représente aussi avec beaucoup de vérité, puisque vous voyez qu'elle va jusqu'à représenter les gouttes d'eau de la nageuse sur son chapeau, sur son visage, et même sur sa poitrine. Le soutien-gorge, on a envie d'y toucher, mais je pense que c'est aussi du silicone, que ce n'est pas un vrai soutien-gorge. Et elle est par contre dans une position, elle aussi, très intériorisée, très concentrée. C'est l'athlète qui... soit elle va plonger après s'être déjà mouillée, soit elle a déjà accompli son exploit. Toujours est-il qu'elle est loin du monde, elle est coupée. Et voici l'artiste, il y avait une petite vidéo, je n'ai pas pensé à filmer, qui nous montre comment elle travaille, c'est-à-dire elle travaille sur les silicones, c'est fini, hein, les bandes de plâtre, même le plâtre médical, on utilise des bandes de silicone. Donc elle recouvre la personne qu'elle a choisie, et avec son vêtement si elle le veut. C'est long, c'est très pénible parce que la peau ne respire pas sous ces bandes de silicone, et ça dure 40 minutes. Donc c'est une épreuve. Vous voyez ici la jeune femme qui est en train de se faire recouvrir, et puis voilà, quand elle sort de son étuve et quand elle rencontre son double, voilà, c'est ça, son duplicata. Et ensuite, vous voyez l'artiste qui peint avec de nombreuses couches de peinture tous les détails de la peau. Alors, une œuvre étonnante, provocatrice, qui met mal à l'aise. Au premier abord, on voit 3 bras qui sortent du mur. Ces bras, on les identifie vite parce qu'on reconnaît le salut nazi et puis la couleur brune des manches qui sont du tissu. Mais Mauricio Cattelan, italien, a intitulé cette œuvre Ave Maria. Il la met en relation avec l'ange Gabriel qui annonce la venue du Christ à Marie en lui rendant visite.
Donc là, il y a quelque chose de très très provocateur qui met mal à l'aise, bien sûr, qui fait allusion à notre histoire. Et il a fait beaucoup d'autres œuvres provocatrices. Par exemple, Hitler en prière qui demande pardon, ou le pape écrasé au sol sous une météorite. Enfin, il fait des œuvres très provocatrices. Et j'ai lu que c'était quand même un homme qui vivait tranquillement, plan-plan. C'était pas un provocateur dans sa vie quotidienne. Alors, maintenant, on passe à une quatrième partie de cette exposition, jeu de taille. Ces artistes ont joué sur la taille de ce qu'ils représentaient. Ici, on a Casotto, Walter Adam Casotto, qui a représenté 2 mains, 1,20 m quand même, les mains. Donc il y a un grand agrandissement. Ces mains sortent du mur, elles sont repliées, elles portent un chapelet. Alors ce sont les mains de la grand-mère de Casotto qu'il aimait beaucoup. Donc il y a un aspect affectif fort entre ses mains, la représentation de ses mains. Ces mains sont les mains d'une ouvrière, donc la grand-mère. Donc elle fait allusion à la situation de l'Italie au niveau économique, à la misère qu'a connue cette dame, au travail qui a abîmé les mains. Et en même temps, cette relation à la religion. Est-ce que c'est une critique? Je ne sais pas. En tout cas, c'est un constat de la présence de la religion et du travail du peuple, du petit peuple en Italie au XXe siècle. Bon, alors, je ne peux plus avancer. Non, je ne veux pas arrêter. Non, ça y est. Bon. Alors, de Ron Mueck, qui est un artiste très connu, moi je ne le connaissais pas, mais vous connaissez peut-être. Ron Mueck, là, il a travaillé sur, au contraire, la réduction, puisque nous avons ici une petite statue qui fait 34, 48, 50. Il l'a appelé un homme dans un drap. Donc la tête de cet homme est en silicone et il est recouvert d'un drap qui est un drap en tissu. Et il est replié sur les mains, un peu comme un fardeau péruvien ou peut-être un fœtus. Il a les yeux ouverts, mais il est sûrement méditatif, en tout cas coupé du monde. Il est coupé aussi par le drap, qui est un vrai drap. C'est une œuvre très délicate. Il n'a pas fait que des choses délicates. Hein. Vous pouvez voir sur Internet une drôle de choses. Alors, Sam Jinks, Femme agenouillée, c'est une toute petite œuvre. Vous voyez, 30-42, vous le verrez par la suite. Une œuvre très très délicate, en silicone. On a un peu envie de la toucher, elle a l'air douce, et il a travaillé les transparences. J'ai pris une photo avec mon téléphone, c'est peut-être pas une très bonne idée, mais c'est dommage un peu, parce qu'il y a quand même des détails qui n'apparaissent pas. En particulier, regardez la délicatesse des mains, qui sont presque transparentes, qui rappellent un peu les mains de Georges de la Tour, transparente, qui laisse passer la lumière d'une bougie. Là, on a un peu la même chose, et quand on regarde de près, on voit les ongles, on voit les veines et presque le sang. Ouais, et on voit que c'est une toute petite œuvre, puisque j'ai laissé des personnages à côté, très délicates. Vous voyez, là, on peut voir les muscles, les veines, les ongles. Sam Jinks, le même, a fait cette œuvre qui est celle qui a été reproduite dans l'affiche du début. Donc c'est une dame âgée avec un tout petit bébé, à peine né, dans les bras, dans une position réflexive aussi. Elle ferme les yeux, elle est un peu penchée sur le bébé, elle fait corps avec ce bébé. Il n'y a qu'une seule personne en quelque sorte. Elle est habillée d'un long vêtement qui rappelle un peu, pour moi ça me rappelait une colonne grecque, une colonne dorique. Vous voyez, mais il n'a pas peur de représenter les détails de la vieillesse, les bras qui sont fatigués, le visage qui est ridé, les plis du bébé, qui est un petit peu gênant, c'est juste un nouveau-né qui est encore tout fripé. Et voici à côté les personnes qui regardent cet ensemble.
Alors un peu dérangeant aussi, Marc Sijan, parce que on est un peu voyeur là, et bien sûr c'est voulu. Œuvre en résine qui montre un couple, voilà, ils se sont embrassés, vous voyez, c'est l'introduction du titre, embrassés, et qui font eux aussi, qui sont les yeux fermés, vous voyez, tout à fait concentrés dans leur union, dans leur rapprochement. Mais en même temps, l'artiste ne les idéalise pas. On n'est pas dans des statues grecques ou de la Renaissance. L'homme a son visage de personne âgée. Il n'a pas hésité à montrer les plis du corps. La dame ici n'a pas l'air trop fatiguée, mais quand on la voit de plus près, on voit que ce n'est pas une jouvencelle non plus. Les mains sont marquées, les plis du corps, les rides, et il y a cette concentration étonnante. Enfin, moi, ça m'a bouleversée, cette œuvre-là. Et vous voyez ce côté affectueux, concentré, l'union. Mais à côté de l'union, vous voyez que la cuisse de la dame est un peu fatiguée. Elle est complètement entourée, emmaillotée dans son vêtement. Ça s'appelle coincée, si on traduit. Elle est coincée dans son vêtement et sûrement dans sa vie. Vous voyez que son visage était aussi extrêmement marqué. Elle est aussi très perdue dans un autre monde. Vous voyez comme ses yeux sont rougis par sûrement sa vie, la vieillesse, tout ça. Alors, celui-là, c'est un macédonien, c'est Sarko Bachevski, qui nous présente une œuvre assez gigantesque. Elle fait 2,20 m de haut sur 1,80 m, etc. Donc très très grande. Et c'est un homme qui sort, en fait on ne sait pas quoi, hein, qui sort, qui s'extrait. C'est difficile, vous voyez, qui déploie ses muscles, qui gonfle sa cage thoracique, qui creuse son ventre pour remplir ses poumons d'air. Et l'effort est très grand, et en même temps il regarde au ciel. Et vous voyez l'effort, le visage, qu'est-ce qu'il regarde? Je ne sais pas. Je n'ai rien trouvé comme renseignement. Et voilà, l'hyperréalisme va jusqu'à planter tous les poils de la barbe et des sourcils. Voilà. Voici ces trois œuvres, vous voyez, côte à côte parmi les gens, et qui montrent la monumentalité de ce géant et au contraire la réduction délicate de ces deux œuvres-là. Alors après, ils ont travaillé sur la difformité. Alors là, c'est un peu dur. On a ici Berlane de Brucker, qui est une artiste flamande, qui a créé Ellie. On ne sait pas pourquoi c'est Ellie. C'est de la cire et de l'époxy, et elle est posée sur un coussin. Il est posé sur un coussin en tissu. Les chairs sont déjà verdâtres. Il est en état de début de décomposition. Et il n'a pas de tête. Donc c'est dur, ça nous renvoie à notre finitude, à ce qui nous attend. Et elle travaille beaucoup sur ce genre de choses. Il y a pas mal d'images d'elle sur Internet, et elle fait des choses fortes, violentes, qui nous agressent, mais en même temps, moi je trouve que c'est très puissant, que c'est pas des petites histoires. Elle nous parle de notre vie, de notre finitude, de notre monde. Evan Penny a créé cette œuvre qu'il appelle Portrait étiré, Self-Stitch, c'est son portrait. Et en fait, il n'y en a qu'un, c'est moi qui ai pris 4 photos, parce que je cherchais à voir de face ce personnage, mais il a été conçu de telle sorte qu'on ne peut pas le voir de face. Il est assez plat, il n'a pas de profondeur, il est creux, et quoi qu'on fasse, on ne peut pas le voir de face. Bon, il a utilisé bien sûr les nouveaux outils numériques pour concevoir cette œuvre en silicone. Voici une autre œuvre de lui, Panagiota. C'est un ami à lui qui l'a fait parler pendant un certain temps, et pendant qu'il parlait, il a pris une série de clichés et il les a rassemblés, puisqu'on est à l'ère du numérique, on fait pas mal de choses, et il a conçu ensuite cette œuvre en silicone qu'il a peinte, qu'il a munie de cheveux, comme vous le voyez, et il y a de l'aluminium, je ne sais pas où, peut-être un support, et on a donc un personnage qui se multiplie sur 2,75 m. C'est une très grande œuvre que j'essaie de prendre de différents points de vue,
Et vous voyez, les personnages nous donnent un petit peu la notion de ce qu'il est. Et là, on voit le self-portrait. Ah, je me suis dit, bon, une petite fille avec sa poupée, que c'est mignon. En m'approchant, je me suis rendu compte que la petite fille avait du poil aux pattes, aussi sur les bras, et qu'elle était aussi velue que dans l'œuvre, comment s'appelle ce film où on a La Belle et la Bête, et qu'elle avait un joli bébé rose, mais le bébé m'a mis mal à l'aise quand je l'ai photographié, ce qui fait que je ne suis pas restée à côté du bébé, je ne l'ai pas photographié, et je me suis dit, ah, sur internet quand même, peut-être que je pourrais trouver le bébé. J'ai trouvé quelque chose de très moche que je vais vous montrer. Donc c'est une image consolatrice, ça s'appelle comme ça, la consolatrice, une petite fille qui joue avec sa poupée. Donc il y a aussi ce côté un peu replié sur elle-même, il y a la tendresse, l'affection, l'amour, tout ça, mais on est très très mal à l'aise. Voilà le bébé, c'est un espèce d'embryon, vous voyez, qui a des pieds, qui a une bouche, et je ne sais pas ce que c'est que ça, mais vous voyez comme elle est velue cette petite fille. Et alors, voilà ce que j'ai trouvé sur internet, c'est pas très net, mais on voit mieux ces espèces d'appendices, d'embryons. Bon voilà, je sais pas, c'est très gênant. Voilà, alors, moins gênant, la caricature de l'entreprise, je pense, Chiquita Banana, c'est l'ancien, comment ça s'appelait, la première United Fruit américaine, donc qui exportait de la banane dans le monde entier, qui était une multinationale, et une jolie fille sort de la banane. Alors, est-ce qu'on mange aussi la banane et la fille? Je ne sais pas. En tout cas, il y a sûrement une critique là de la société de consommation, des multinationales et de la femme utilisée dans la publicité. Tony Matelli, Josh, aussi en silicone, un visage extrêmement traité délicatement, mais qui n'est pas là. L'homme regarde au ciel, la bouche est ouverte et il est ailleurs. Et en fait, il flotte. Il est vêtu de vrai tissu et il flotte. Il est détaché du sol. On entre dans un autre monde là. Et il est de taille humaine. Hein. Alors, frontières mouvantes. Les artistes, depuis l'an 2000 environ, se heurtent au changement de notre société, au numérique, à l'informatique, à tous ces moyens nouveaux de communication et d'expression, et ils ont essayé de l'intégrer. Donc Mathilde Ter-Heij, je ne garantis pas la prononciation, a créé Mathilde... Ne me quitte pas, Mathilde. Elle s'appelle aussi Mathilde, il y a sûrement un petit jeu là-dessus. En réalité, sur le moment, je n'ai pas vraiment compris. J'aurais dû prendre le poste de radio qui est à côté, qui marchait, qui chantait. Et donc, j'aurais dû faire une petite vidéo. Voilà. En tout cas, elle a l'air bien malheureuse, bien triste, bien écrasée. Mathilde, je vais l'appeler par son prénom, est très féministe. Elle travaille beaucoup sur la condition des femmes et sur leur écrasement. Donc elle est très malheureuse. Je ne sais pas si c'est parce qu'elle a été quittée, si c'est la société, le monde. Voilà. Après, je suis arrivée face à Jonathan. Je me suis dit, ah, mais qu'est-ce que fait cet handicapé, blessé, une jambe cassée, un bras cassé, deux bras cassés, il est dans le plâtre, il lit le journal. J'étais un peu étonnée. Et j'ai tourné autour, j'ai pas compris. Puis tout d'un coup, alors je regrette, j'ai pas pensé qu'on n'a pas de son ici, soit qu'il faudrait peut-être une installation particulière. On va pas avoir le son, c'est dommage. Mais on a fait. Voilà, alors là je suis restée interdite parce que j'ai tourné autour, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça? En fait c'est
une sculpture cinématographique. J'ai oublié de vous dire que la précédente c'était une sculpture, on ne le lit pas, une sculpture sonore. Voilà, les artistes contemporains en sont arrivés là. Donc en fait, c'est une structure en silicone sur laquelle une caméra vient projeter l'image, l'animation. Elle est sonore aussi. Et ce monsieur, en fait, est en contact dans différentes langues, il y a 20 minutes, en différentes langues, avec la bourse et il s'intéresse à la cotation des œuvres d'art. Donc, il y a une critique aussi, là. Bon, alors je ne vous repasse pas. Cet étage se terminait par ça. On convie le visiteur à devenir une œuvre d'art. Il y a un mode d'emploi qui est là. On lui fournit une chaise et il doit monter là-dessus. Ça sont des photos. Quand je suis passée, personne ne s'est hasardé à devenir idiot, 2 ou 3, je ne sais pas. Alors à l'étage, on montait et on rencontrait l'hyperréalisme face à Mayol. Alors voilà cette très belle jeune femme moderne, c'est pas une statue grecque dans ses proportions, mais on peut retrouver le déhanchement, la jambe pliée peut-être. Elle aussi est un petit peu songeuse ailleurs, ses bras levés lui font penser. Et voilà, elle était présentée en relation avec les œuvres de Mayol. Donc on a vraiment deux périodes très différentes de l'histoire de la sculpture et du nu. Des femmes aussi, bien sûr, que des femmes en fragments ou en totalité, mais elles sont rondes, voluptueuses et sont idéalisées. On ne va pas voir le grain de peau, on ne va pas voir le petit bouton ou le poil du pubis, etc. C'est idéalisé, on est un peu ailleurs et c'est doux, c'est rond, c'est du bronze bien travaillé. Et elle est en face. Bon, alors je suis restée un peu et j'ai vu ce monsieur, j'espère qu'il n'est pas dans la salle. Et il ne m'a pas vu que je le prenais, mais je l'ai trouvé très sympathique, voilà, donc je vous le présente. Alors, il y a une autre pièce présentée, une autre œuvre de Feuermann, comme une nageuse encore, avec des œuvres de Mayol et des dessins à la sanguine. Voilà, je ne refais pas le commentaire parce que c'est la même chose. Après, il y avait Jacques Verduin, qui est un Belge, je crois, Pat et Verle, voilà, qui sont en train de prendre le soleil parmi des œuvres de Mayol, que vous voyez là, mais bien sûr, ils sont en polyester polychrome, donc ce sont aussi des moulages, et ils ont été exposés dans une vitrine en Belgique, ça a fait scandale, ça a gêné les gens, parce que la dame, elle n'a pas de soutien-gorge non plus, puis il est né en 1946, donc je crois qu'il est encore actif. Il y avait aussi Réfrigérator, donc une dame bien moulée aussi, dans un vêtement très moulant, technique mixte, taille humaine, même un peu plus, surtout par rapport à moi. Et Alan Jones a fait un réfrigérateur, c'est-à-dire que quand vous ouvrez là, ce que personne n'a fait, il y a un vrai réfrigérateur dedans. Et donc c'est une analyse de la condition féminine, et si vous allez sur internet vous allez voir d'autres choses, des femmes à 4 pattes qui supportent un plateau de table ou qui sont culbuttées sur le dos et qui servent de chaise, enfin des choses comme ça très dérangeantes, mais c'est je crois une position politique. Alors après, pour terminer, eh bien il y a eu des nuits où on invitait les gens à venir nus visiter l'exposition de ces nus hyper réalistes, et ça a eu un certain succès, si bien qu'ils ont organisé d'autres visites dans cette situation-là. J'ai lu quelques commentaires de personnes qui avaient participé et qui disaient qu'ils pratiquaient le naturisme et que se retrouver parmi des nus comme ça, c'était une expérience intéressante. Voilà, je vais vous laisser sur cette image. Ah non, les voilà en train, face à face avec ce géant qui s'extrait difficilement du sol. Mon mari m'a dit, ils sont payés pour faire ça. J'en sais rien. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner.